Je croyais savoir ce qu'était un chagrin d'amour. J'avais déjà connu la perte, le décès de mes grands-parents, des amitiés qui s'effritaient, des revers professionnels. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce moment où, le week-end de la Saint-Valentin, je suis entrée dans mon appartement de Boston et j'ai découvert des pétales de rose menant à ma chambre. Des pétales que je n'avais pas semés. Dans cet appartement que je partageais avec mon mari depuis 4 ans, mon vol depuis New York avait été annulé à cause du mauvais temps. J'avais donc pris la route toute la nuit au lieu de rester à l'hôtel où se déroulait la conférence. J'étais épuisée, mon sac d'ordinateur portable et ma valise à roulettes sur le dos, ne rêvant que de me glisser dans le lit aux côtés de David. Nous étions ensemble depuis la fac, 8 ans en tout. Il était mon refuge, mon meilleur ami, celui qui m'avait soutenu pendant les traitements contre le cancer de ma mère et qui avait fêté avec le plus d'enthousiasme ma première vraie embauche dans le design. L'appartement était silencieux quand j'ai ouvert la porte à 6 heures du matin. Trop silencieux. David aurait dû se préparer pour sa séance de sport du samedi matin. Au lieu de cela, j'ai trouvé ses clés sur le comptoir, son portefeuille à côté, et ses pétales de rose, rouges, formant un chemin depuis notre salon jusqu'au couloir. Mon cœur battait la chamade tandis que je les suivais. Ce n'était pas le genre de David. Il était attentionné, mais jamais extravagant. Nous avions convenu de ne pas fêter la Saint-Valentin cette année, car je serais en voyage. Alors, qui étaient ces 4 personnes? J'ai d'abord aperçu les talons. Des escarpins rouges à talons aiguilles traînaient négligemment près de la porte de notre chambre. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je reconnaissais ces chaussures. J'avais aidé ma sœur Victoria à les choisir le mois dernier, la regardant essayer paire après paire chez Nordstrom tout en se plaignant que son salaire de coordinatrice marketing ne lui permettait pas de vivre comme elle le souhaitait. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû partir. Au lieu de cela, je l'ai poussé d'une main tremblante. Il dormait. Le bras de David était posé sur l'épaule nue de ma sœur. Ses cheveux noirs s'étalaient sur mon oreiller. L'oreiller sur lequel j'avais dormi 2 nuits auparavant. Des coupes de champagne vides trônaient sur les 2 tables de chevet. Sur la mienne, le sac à main de marque de Victoria, celui qu'elle s'était offert malgré ses prétendues restrictions budgétaires, était accroché à ma chaise de chevet. J'ai dû émettre un son, un halètement, un sanglot, quelque chose, car Victoria a ouvert les yeux en sursaut. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique traverser son visage. Puis, incroyablement, elle a laissé place à autre chose. De la défiance, presque comme si elle attendait d'être prise sur le fait. « Elena », dit-elle sans même prendre la peine de se couvrir avec mes draps. « Tu es rentrée tôt. » David s'est réveillé à ce moment-là, la confusion se muant en horreur lorsqu'il a compris ce qui se passait. « Elena, je ne suis pas. » « Ce n'est pas quoi ?» Ma voix était creuse, comme si elle venait d'un autre corps. « Tu ne dors pas avec ma sœur dans notre lit? Tu ne recouvres pas le sol de pétales de rose pour elle ?» Il s'est redressé, attrapant son caleçon. « Laisse-moi t'expliquer. »« Elle est enceinte, » a déclaré Victoria d'un ton neutre, se redressant elle aussi. Aucune honte, aucune larme, juste ce même regard défiant. « Je suis enceinte, Elena. De l'enfant de David. » La pièce s'est mise à trembler. Je me suis agrippée au chambranle pour me retenir. « Quoi? 3 mois ?» Elle posa une main sur son ventre encore plat, un geste si possessif que j'avais envie de hurler. « On allait te le dire. Il fallait juste trouver le bon moment. » Le bon moment. Le bon moment pour m'annoncer que mon mari avait mis ma petite sœur enceinte. J'ai regardé David, cherchant dans son visage l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Depuis combien de temps? Ai-je réussi à demander? Est-ce que ça a de l'importance? Victoria a basculé ses jambes hors du lit, mon lit, et a commencé à ramasser ses vêtements. Elle se déplaçait avec une telle désinvolture, comme si elle s'était habillée dans cette chambre des centaines de fois. Peut-être bien. Écoute, Elena, ce n'est rien de personnel. C'est arrivé, c'est tout. C'est arrivé, c'est tout. J'ai répété ces mots, savourant leur absurdité encore et encore pendant des mois. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour aider David à financer son MBA, pendant que je m'occupais de sa mère après son opération de la hanche, pendant que je planifiais notre avenir. C'est précisément le problème, dit Victoria en enfilant une robe rouge que je n'avais jamais vue. Tu t'occupes toujours des autres.
David a besoin de quelqu'un qui le fasse passer en premier. Quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui séduit le mari de sa sœur. Elle tressaillit à ces mots, mais à peine. Je suis désolée que tu sois blessé. Vraiment. Mais David et moi, on est fait l'un pour l'autre. On veut la même chose. Une belle maison, l'adhésion à un club de golf, les bons cercles. Tu t'es toujours contenté de moi. Je regardais de nouveau mon mari. Est-ce vrai? Est-ce vraiment ce que tu veux? Il croisa enfin mon regard. Et ce que je vis se brisa en moi. De la culpabilité, oui, mais aussi du soulagement. Comme s'il attendait ce moment pour enfin arrêter de faire semblant. Je l'aime, Elena, murmura-t-il. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est comme ça. Et le bébé, je ne peux pas l'abandonner, mais vous pouvez m'abandonner. Ce n'est pas si simple. Sortez. Ma voix était maintenant ferme. Froide. Vous deux, sortez de mon appartement. En fait. Commença David. Mon nom est aussi sur le bail. J'ai dit, sortez. Le cri jaillit des profondeurs de mes instincts. J'ai attrapé le sac de Victoria et l'ai jeté dans le couloir. Sortez avant que j'appelle la police et que je leur dise que vous êtes en infraction. Ils sont partis. Victoria a ramassé ses chaussures et son manteau tandis que David enfilait ses vêtements de la veille. Ils se déplaçaient tous les deux avec une efficacité précipitée. Je suis restée dans le couloir à les regarder partir. La main de Victoria a trouvé celle de David alors qu'ils attendaient l'ascenseur. Même alors, elle n'a pas pu se retenir. Elle s'est blottie contre lui, affirmant sa présence. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, je suis rentrée dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai méthodiquement détruit chaque pétale de rose que j'ai pu trouver. J'ai tout mis dans des sacs poubelles, frotté le sol, défait le lit et jeté les draps dans la goulotte. Puis, je me suis assise sur mon matelas nu et je me suis effondrée. J'ai appelé ma meilleure amie, Kesha. Elle est arrivée en moins d'une heure, encore en pyjama, avec du café et des bagels que je n'arrivais pas à manger. Elle m'a serrée dans ses bras pendant que je pleurais. Elle n'a rien dit de stupide du genre « ça va passer » ou « tout arrive pour une raison ». Elle m'a juste serré contre elle. Que faire? Ai-je fini par demander. Kesha m'a dit « appelle un avocat ». Aujourd'hui, sur le champ, je l'ai fait. À midi, j'avais rendez-vous pour une consultation lundi matin. Le soir, j'ai changé les serrures. Tant pis pour David sur le bail. À minuit, j'avais emballé tous les objets qui me le rappelaient dans des cartons et je les avais laissés dans le local de stockage de l'immeuble. Je pensais que c'était le pire. Je me trompais. Une semaine plus tard, la mère de David, Linda, a convoqué une réunion de famille pour parler de la situation. Elle a dit, comme des adultes, je ne voulais pas y aller. Kesha m'a pratiquement supplié de ne pas y aller, mais une petite voix stupide en moi espérait que c'était peut-être là qu'il s'excuserait, que Linda serait horrifiée par la trahison de son fils et prendrait mon parti, que mes propres parents défendraient leur fille. La réunion avait lieu dans un restaurant que j'avais toujours adoré, un Italien du nord de la ville où David et moi fêtions notre anniversaire chaque année. Linda avait réservé un salon privé. Quand je suis entrée, ils étaient tous déjà là. David et Victoria étaient assis ensemble, la main de cette dernière posée sur son ventre légèrement arrondi. Linda trônait en bout de table, telle une matriarche présidant son tribunal, et mes parents, ma mère et mon père, étaient assis en face d'eux, l'air mal à l'aise, mais résignés. Ni choqués, ni en colère. Résignés. Elena, merci d'être venue, commença Linda comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Asseyez-vous, je vous prie. Je suis restée debout. De quoi s'agit-il? Nous devons parler de l'avenir, poursuivit Linda. De l'avenir de David et Victoria, et du vôtre. Mon avenir? Oui. Linda croisa les mains sur la table, les mains que j'avais tenues après son opération. Les mains que j'avais aidé à faire ses exercices de kinésithérapie parce que David était trop sensible. Je vais être franche, Elena. Cette situation n'est pas idéale, mais nous devons la gérer avec maturité. Victoria porte mon petit enfant. C'est la priorité. Priorité à quoi? Je regardais mes parents. Vous m'entendez? Mon père s'éclaircit la gorge. Elena, ma chérie, tu devrais peut-être t'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir.
Je veux qu'on m'explique pourquoi on tient une réunion sur l'infidélité de mon mari comme s'il s'agissait d'une négociation de fusion. Parce que ça nous concerne tous, dit Linda sèchement. David et Victoria ont l'intention de se marier. Évidemment, cela signifie que toi et David devez divorcer rapidement et discrètement. Je participerai aux frais d'avocat si nécessaire. Je ne veux pas que ça traîne en longueur et que ça crée des rumeurs désagréables. La pièce tourna. Tu participeras aux frais d'avocat. Quelle générosité! J'essaie d'être pragmatique, poursuivit Linda. Victoria serait plus à sa place comme épouse de David. Elle est ambitieuse, sociable et franchement, elle prend davantage soin de son apparence. Tu es une charmante jeune fille, Elena, mais tu as toujours été plus à l'aise. David a besoin de quelqu'un qui le soutienne professionnellement et socialement, quelqu'un de plus fort. Ma mère a tressailli à ces mots, mais elle n'a rien dit. Victoria, dis-je en me tournant vers ma sœur, tu allais vraiment rester là sans rien faire et la laisser parler de moi comme ça? Victoria a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Elena, je sais que tu souffres. Vraiment? Sais-tu ce que c'est que d'être trahi par sa propre sœur, sa propre chair et son propre sang? D'être trahi par son mari? D'avoir l'impression que tout le monde ici me fait sentir coupable de ne pas accepter la situation avec grâce? Nous ne disons pas que tu es le problème, tenta mon père. Nous voulons simplement le meilleur pour tout le monde ou ce qui est le plus facile pour toi. Je l'ai regardé attentivement pour la première fois. Vraiment regardé. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, il y a 2 mois. Il avait maigri. Et ma mère ne cessait de jeter des regards à Linda, comme s'il y avait de la peur. Soudain, j'ai compris. Elle a quelque chose sur toi, n'est-ce pas? Linda, le silence était une confirmation suffisante. Linda sourit froidement, satisfaite. Tes parents ont eu des difficultés financières l'année dernière. Les factures médicales du traitement du cancer de ta mère, l'hypothèque, leur entreprise en difficulté. Je les ai aidés généreusement. Je détesterais devoir réclamer ces prêts, mais les relations familiales peuvent être compliquées quand les obligations ne sont pas respectées. Elle avait acheté le silence de mes parents, acheté leur complicité dans ce cauchemar. Elena, dit David doucement, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais Victoria et moi étions bien ensemble, et tu mérites quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites. Je ne suis pas cette personne. J'aurais dû être honnête plus tôt. Tu aurais dû être honnête. J'ai ri, et mon rire sonnait faux, même à mes propres oreilles. Tu as raison. Tu aurais dû être honnête avant de m'épouser. Avant que je passe 4 ans à te soutenir, avant que je contribue au financement de ton MBA, avant que je prenne soin de ta mère pendant que tu étais trop occupée par tes études. Tu aurais dû être honnête avant de détruire ma vie. Ça suffit. Lança Linda d'un ton sec et autoritaire. Tu es hystérique. C'est précisément pour ça que David a besoin de quelqu'un de plus posé, de plus mature. Je jetai un dernier coup d'œil autour de la table. À David, qui évitait mon regard, à Victoria, qui examinait sa manucure. À Linda, qui affichait une satisfaction glaciale. À mes parents, prisonniers et silencieux. J'en ai fini, dis-je. David, tu auras des nouvelles de mon avocat. Victoria, j'espère que tu auras tout ce que tu mérites. Linda, félicitations pour ta petite fille. J'espère qu'elle héritera de ton sens moral. Je me tournai vers mes parents. Et vous aussi. J'espère que la somme qu'elle vous a versée valait bien la dignité de votre fille. Je quittai le restaurant sans me retourner. Les 3 mois suivants furent un flou total. Avocat, partage des biens et longue nuit de larmes avec Keza. David s'est battu contre moi sur tout, l'appartement, le compte épargne, même les cadeaux de mariage. Son avocat m'a dépeinte comme amère et vindicative. Mon avocat était compétent, mais cher, et il a englouti mes économies plus vite que je ne pouvais les reconstituer. Au final, j'ai obtenu l'appartement et la moitié de nos économies, environ 8 000 $ après les frais d'avocat. David a pu garder sa conscience tranquille et sa petite amie enceinte. Linda a eu sa belle-fille idéale, et mes parents ont gardé leur maison. J'ai retrouvé ma liberté, même si je ne me sentais pas libre. Je me sentais vide. Un soir, Kesha m'a trouvée assise par terre dans mon appartement vide, entourée de lettres de refus d'embauche. L'agence de design où je travaillais m'avait licenciée pour restructuration, disait-il. Mais je connaissais la vérité.
Linda avait des relations. Un mot de sa part dans les bonnes personnes. Et soudain, mon portfolio n'était plus assez bon. Mon travail n'était plus assez novateur. Tu dois partir, a dit Kesha en s'asseyant à côté de moi. Je sais. De toute façon, je ne peux plus me permettre de rester ici très longtemps. Non, je veux dire, quitte Boston. Cette ville est devenue toxique pour toi. Tu as besoin d'un nouveau départ ailleurs. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Où irais-je, d'ailleurs? Elle sortit son ordinateur portable et commença à faire défiler les résultats. Ma colocataire de fac-vie à Austin. Elle dit que le secteur de la tech est en plein essor. Des tonnes de start-up embauchent des créatifs. Le coût de la vie est moins élevé, et c'est à 2900 km de tout ça. Austin, Texas. Je n'y étais jamais allée. Je n'en savais rien, à part ce que j'avais vu dans les films. Mais Kesha avait raison. Je ne pouvais pas reconstruire ma vie à Boston. Chaque coin de rue était chargé de souvenirs. Chaque restaurant était un endroit où David et moi avions fêté quelque chose. Chaque rue me rappelait des dîners de famille avec des gens qui avaient choisi l'argent plutôt que moi. 2 semaines plus tard, j'ai chargé ma Honda Civic avec tout ce que je ne pouvais ni vendre ni donner. Des vêtements, mon ordinateur, mon matériel de graphisme et une boîte d'albums photos que je n'arrivais pas encore à me résoudre à feuilleter. Kesha se tenait dans mon appartement vide et me serra si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. « Tu vas être incroyable, dit-elle. Tu vas tout leur montrer, murmura-t-elle. Je ne veux rien leur montrer. Je veux juste oublier qu'ils existent. Mieux encore, la meilleure vengeance, c'est de ne pas avoir besoin de se venger. » Le trajet jusqu'à Austin dura 27 heures. Je m'arrêtais 2 fois pour dormir sur des aires de repos, trop épuisé pour chercher des hôtels, trop blasé pour me soucier du confort. Quand j'eus enfin franchi la frontière du Texas et aperçu le panneau d'entrée d'Austin, je me suis garé et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse cette fois. Des larmes de peur. Qu'est-ce que je fais? Des larmes, mais aussi des larmes d'espoir. J'ai trouvé un studio dans un quartier appelé East Austin. Il était minuscule, avec un climatiseur de fenêtres qui grinçait et une cuisine à peine plus grande qu'un placard. Mais il était à moi, rien qu'à moi. Pas de souvenirs partagés, pas de fantômes. Mes $8000 n'allaient pas durer longtemps, alors j'ai travaillé. Mon Dieu, j'ai travaillé. J'ai trouvé un poste le matin dans un café branché appelé Joe's, à préparer des lattes pour les clients du petit déjeuner. L'après-midi, je démarchais les commerces locaux, portfolio à la main, essayant de convaincre les entreprises du coin d'embaucher une graphiste avec un accent bostonien et sans aucun contact au Texas. Le soir, j'hantais les cafés avec une bonne connexion Wi-Fi, acceptant des missions sur Fiverr, logo, faire part de mariage, carte de visite, tout ce qui était rémunéré. La première année fut terrible. Je vivais de nouilles instantanées et de fruits et légumes en promotion chez Whole Foods. Je portais toujours les mêmes 3 tenues professionnelles à chaque entretien. Je pleurais presque tous les soirs, épuisée, seule et terrifiée à l'idée d'avoir fait une énorme erreur. Mais petit à petit, si lentement que je ne m'en suis presque pas rendu compte, les choses ont commencé à changer. Une boutique du quartier m'a engagée pour refaire son identité visuelle. La propriétaire a adoré et m'a recommandé à 3 autres entreprises. Ses clients m'ont ensuite recommandé à d'autres. En 6 mois, je gagnais suffisamment d'argent en freelance pour quitter le café. Un de mes clients m'a parlé d'une formation intensive en programmation. Si tu sais le concevoir, imagine ce que tu pourrais faire si tu savais aussi le développer. J'étais sceptique. Je n'avais jamais été particulièrement douée en informatique, mais j'ai suivi un cours d'initiation gratuit sur un coup de tête et ça a été une révélation. La logique, la résolution de problèmes, la possibilité de créer quelque chose à partir de rien, juste avec son esprit et un ordinateur. J'ai postulé à un programme intensif de 12 semaines. J'ai été acceptée avec une bourse partielle et je me suis plongée à corps perdu dans l'apprentissage. C'est là que j'ai rencontré Marcus Johnson. Marcus était mon partenaire de programmation pour notre projet final. Originaire d'Auckland, il avait une formation en finance et se reconvertissait dans la tech après un burn-out dans un fonds spéculatif. Nous étions tous les deux plus âgés que la plupart de nos camarades, tous les deux en quête de quelque chose, tous les deux déterminés à construire quelque chose de nouveau. Le courant est passé immédiatement, pas de façon romantique, pas au début. Nous étions simplement 2 personnes qui comprenaient l'ambition,
la perte et ce besoin impérieux de prouver que l'on pouvait renaître de ses cendres. Notre projet final était une plateforme de branding utilisant l'IA pour générer des éléments graphiques personnalisés. Elle était maladroite et comportait une multitude de bugs, mais le concept était solide. Nos professeurs l'ont adoré. Plus important encore, un investisseur en capital risque présent à notre journée de démonstration l'a adoré. « Que faudrait-il pour transformer ça en une vraie entreprise ?» demanda-t-elle. Marcus et moi nous sommes regardés. Aucun de nous deux n'avait la réponse. Mais ce soir-là, autour de tacos et de bières bon marché, nous avons décidé de le découvrir. Les 2 années suivantes furent un tourbillon de réunions de présentation, de développement de prototypes, de négociations avec les investisseurs et d'apprentissage du rôle de chef d'entreprise plutôt que d'employé. Nous avons appelé l'entreprise Brandforge. Marcus s'occupait du développement technique et des opérations commerciales. Je dirigeais la direction créative et les relations clients. Nous avons essuyé de nombreux échecs. Le lancement de notre premier produit fut un désastre. Nous avons failli manquer de fonds à 2 reprises. Marcus et moi nous disputions violemment au sujet de la priorisation des fonctionnalités et de la direction de l'entreprise. Mais nous avons persévéré. Petit à petit, Brandforge a trouvé son rythme de croisière. Nous avons décroché notre premier client important, une chaîne de magasins de taille moyenne qui cherchait à moderniser son image. Puis un autre, puis un autre. Au bout de 3 ans, nous avions 15 employés et venions de boucler une levée de fonds de série A. Au bout de 4 ans, nous avons été rachetés par une plateforme marketing plus importante. Marcus et moi avons négocié pour rester à la tête de division avec des participations significatives. L'acquisition n'a pas seulement assuré notre avenir financier, elle nous a aussi permis de nous intégrer à la scène tech d'Austin. C'est ainsi que, 5 ans après avoir chargé toutes mes affaires dans ma Honda et fui Boston, je me suis retrouvé dans une salle de bal d'hôtel, devant la liste des invités du Gala Tech d'Austin, et j'y ai aperçu le nom de David Chen parmi les fournisseurs. Mon assistante me l'avait signalé. Devais-je les contacter pour les désinviter? Prétexter un conflit d'intérêts? J'ai longuement dévisagé le nom de David. David Chen, responsable des ventes, solutions technologiques. Même pas cadre supérieur, juste un poste intermédiaire. Exactement au même poste qu'il y a 5 ans, dans une autre ville. Non, ai-je finalement dit. Laisse tomber. C'est parfait. C'était même plus que parfait. Le gala était le plus grand événement de l'année pour Brandforge. Nous étions le sponsor principal et nous accueillions 300 personnalités du monde de la tech d'Austin afin de collecter des fonds pour l'enseignement du code informatique dans les écoles défavorisées. Cette cause me tenait particulièrement à cœur. J'avais bénéficié de cette bourse et je souhaitais que d'autres aient la même chance. Je portais une robe bleu nuit qui avait coûté plus cher que mon premier mois de loyer à Austin. Ma coiffure était impeccable, mon maquillage parfait. J'avais l'air d'une personne qui avait réussi, car j'avais réussi. Plus important encore, je me sentais accompli. J'avais bâti tout cela sans l'aide ni l'approbation de personne, grâce à ma propre détermination. Marcus m'attendait à l'entrée, élégant dans son smoking. Au fil des ans, nous nous étions rapprochés, notre partenariat s'étant approfondi pour laisser place à une possible romance, mais nous étions tous deux trop concentrés sur l'entreprise pour précipiter les choses. On avait le temps, prêt à charmer quelques millionnaires pour qu'ils nous donnent leur argent, demanda-t-il. Prêt à tout. La soirée avait commencé à la perfection. Discours, réseautage, toast au champagne. Je parcourais la salle comme si j'avais toujours fait ça, alors qu'en réalité, je n'avais dû regarder des tutoriels sur l'étiquette des galas que 2 ans auparavant. J'étais en pleine discussion avec un investisseur potentiel quand je les ai vus arriver. David entra le premier, visiblement mal à l'aise dans un costume qui ne lui allait pas vraiment. Il avait pris du poids, perdu quelques cheveux, mais c'était Victoria que je ne pouvais détacher de mon regard. Objectivement, elle était toujours belle. Elle le serait toujours, mais il y avait chez elle quelque chose de usé, de fatigué. Sa robe de créateur était démodée. Et elle serrait le bras de David avec une possessivité qui ressemblait plus à de l'insécurité qu'à de l'affection. Une enfant marchait entre eux, une fillette d'environ 4 ans, vêtue d'une robe rose et de chaussures vernies. Ma nièce, le bébé qui avait détruit mon mariage avant même que je sache qu'elle existait. J'observais Victoria scruter la salle, le regard à la fois dédaigneux et ennuyé, jusqu'à ce qu'il se pose sur la scène.
là où mon nom était affiché en lettres de 3 mètres de haut, présenté par Branforge, fondé par Helena Martinez et Marcus Johnson. Son visage devint blanc, complètement, absolument blanc. Elle attrapa le bras de David et lui murmura quelque chose d'urgent. Il leva les yeux vers la banderole et je vis la réalisation le frapper en direct. Sa bouche s'ouvrit littéralement. J'aurais pu les aborder, j'aurais pu jubiler. Au lieu de cela, je me suis retourné vers ma conversation avec l'investisseur, riant de quelque chose qu'il avait dit, parfaitement à l'aise dans mon élément. Qu'ils viennent à moi. Mais ils ne le firent pas. Pas tout de suite. Ils essayèrent de se fondre dans la foule. Victoria entraînait David vers le bar dans le coin le plus éloigné de la scène, mais la salle n'était pas si grande et finalement nos groupes se sont croisés. Je discutais avec un groupe de fondateurs de start-up lorsque Victoria apparut à mes côtés. Helena. Sa voix était tendue. Je ne savais pas que tu serais là. Je me retournai, laissant la surprise se peindre sur mon visage comme si c'était une rencontre fortuite et non mon événement. Victoria, David, quel petit monde. David semblait vouloir la parole. Alors, Helena, tu es magnifique. Vraiment magnifique. Merci. Vous avez tous les deux bonnes mines aussi. J'ai baissé les yeux vers la petite fille accrochée à la jambe de Victoria. Et ça doit être votre fille. Comment s'appelle-t-elle? Olivia, répondit Victoria d'un ton sec. Elle est belle. Je le pensais vraiment. L'enfant n'avait rien à voir avec les choix de ses parents. Quel âge? 4 ans. La mâchoire de Victoria était si serrée que j'étais surprise qu'elle puisse parler. Je ne savais pas que tu étais à Austin. 5 ans maintenant. La meilleure décision que j'ai jamais prise. 5 ans, répéta David comme s'il faisait des calculs mentaux. Vous avez donc déménagé juste après. Juste après le divorce. Oui. Un nouveau départ. J'ai souri. Simple et sincère. Ça a remarquablement bien fonctionné. Je vois ça. Victoria a parcouru la salle de bal du regard, comme si elle répertoriait chaque détail coûteux. Alors, vous faites quoi? Vous organisez des soirées maintenant. La voix de Victoria David était teintée d'avertissement. Je suis cofondatrice et directrice créative de Branforge, dis-je d'un ton aimable. Nous sommes le sponsor principal ce soir. Nous levons des fonds. Pour des bourses de programmation. En fait, j'en ai bénéficié à mon arrivée ici, et je voulais rendre l'appareil. L'expression de Victoria laissa entrevoir une pointe d'envie et de laideur qu'elle dissimula aussitôt. C'est très généreux de votre part. C'est aussi une bonne affaire. Investir dans l'éducation, développer la communauté, accroître la visibilité. Que des avantages. Marcus apparut à mes côtés, 2 flûtes de champagne à la main. Helena, la directrice du programme, souhaite parler de la remise du chèque. Oh, pardon. Je vous dérange? Pas du tout. Marcus Johnson, voici David Chen et Victoria Martinez. Nous nous connaissions à Boston. Marcus leur serra poliment la main. Aucune reconnaissance dans son regard. Je lui parlais de mon passé, mais en termes vagues. Il savait qu'il y avait eu trahison, mais pas de détails, pas de nom. Chen et Martinez, dit Marcus. Avez-vous un lien de parenté? Je suis la sœur d'Helena, dit Victoria, insistant sur ce lien comme s'il avait encore une signification. Et David est mon ex-mari, ajoutai-je gaiement. Ils se sont mariés après notre divorce. Le monde est petit, n'est-ce pas? Les yeux de Marcus s'écarquillèrent légèrement, seul signe qu'il commençait à comprendre, mais son expression demeura professionnellement neutre. En effet. Eh bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. La vente aux enchères silencieuses propose de très beaux lots si cela vous intéresse. Il me tendit une flûte de champagne et nous nous apprêtions à nous éloigner, mais la voix de Victoria m'arrêta. Helena, attendez. Elle semblait presque désespérée. Pourrions-nous parler en privé? J'envisageais de refuser. J'en avais parfaitement le droit, mais la curiosité l'emporta. Bien sûr. Il y a un couloir à l'extérieur de la salle de bal. Nous nous éloignâmes de la foule. Victoria était presque en proie à une forte tension. Que voulez-vous? demandai-je. J'ai besoin de savoir. Elle s'arrêta, puis reprit. Comment avez-vous fait?
Comment vous êtes-vous retrouvés ici alors que nous? Elle s'interrompit. Alors que vous êtes quoi? David est au même niveau depuis 3 ans, dit-elle avec amertume. Nous avons du mal à payer la maternelle d'Olivia. Mes parents ont dû se porter garant pour notre prêt immobilier parce que nos crédits étaient saturés. Et vous, vous organisez des galas et vous dirigez des entreprises. Sa voix se brisa. Comment? J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois en 5 ans. Elle avait 30 ans. Elle aurait dû être au sommet de sa forme, mais elle paraissait épuisée, vaincue. J'ai travaillé, ai-je simplement dit. J'ai quitté Boston avec $8 000 et le cœur brisé. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai appris à programmer. J'ai pris des risques. J'ai construit quelque chose. Mais tu as eu de l'aide, non? Forcément. Non. Pas d'argent de famille, pas de relations, pas de mari pour me faire vivre, juste moi, mes compétences et des tonnes de ramen bon marché. Victoria a ri, mais son rire ressemblait à un sanglot. Pendant ce temps, j'ai épousé David, persuadée qu'il avait un bel avenir. C'est ce que Linda m'avait promis, qu'il serait vice-président à 30 ans, qu'on aurait la maison et la belle vie. Elle a jeté un coup d'œil à son mari par l'embrasure de la porte. Olivia, qui se tortillait maladroitement, tenait Olivia dans ses bras. Elle s'était trompée sur toute la ligne, sur lui, sur le fait que je serais mieux avec lui, sur ma faiblesse. Victoria a tressailli. Elle disait que tu ne réussirais jamais, que tu étais trop faible, trop peu ambitieuse, que j'étais la belle-fille qu'elle méritait, et qu'au lieu de ça, tu étais la belle-fille prisonnière des dettes et des déceptions, tandis que moi, j'étais libre. Arrête. Sa voix était tranchante. Ne fais pas comme si tu étais meilleure que moi. Je ne suis pas meilleure que toi, Victoria. J'ai juste fait des choix différents. Quand mon monde s'est effondré, j'ai décidé d'en construire un nouveau au lieu d'essayer de voler celui de quelqu'un d'autre. Elle essuya les larmes qui coulaient sur son visage soigneusement maquillé. Je suis désolée. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. J'avais 25 ans et j'étais naïve, et Linda m'a dit qu'elle avait dit que tu n'appréciais pas David, que tu le freinais, que je rendrais service à tout le monde. Je l'ai cru parce que je voulais la croire. L'aimais-tu? L'as-tu vraiment jamais aimé? Je ne sais pas. Elle s'essuya les yeux. Je croyais que oui. Maintenant, je crois que j'aimais juste l'idée de gagner, d'être la jolie sœur, celle qui réussit, la préférée pour une fois. Elle rit amèrement. Regarde où ça nous a menés. Victoria, non, ça va. J'ai fait mon lit, pas vrai? Au sens propre. Elle se redressa, essayant de se calmer. Je devrais rentrer. David est terrible avec Olivia quand elle est fatiguée. Elle commença à partir, puis se retourna. Elena, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais nos parents ont remboursé Linda il y a 2 ans, ils ont vendu leur entreprise pour ça. Ils ont essayé de te contacter plusieurs fois. J'ai bloqué leur numéro après notre rendez-vous au restaurant. J'ai renvoyé leurs lettres sans les ouvrir. Je sais. Ils sont désolés. Vraiment désolés. Quoi? C'est Linda qui a manipulé l'argent. Et ils ne savaient pas comment se défendre. Ils étaient au bord du gouffre et elle leur a jeté une corde avec des ficelles. Ils ont choisi leurs propres intérêts plutôt que les miens. C'est vrai. Et ils le regrettent chaque jour depuis. Victoria hésita. Je ne dis pas que tu dois leur pardonner. Dieu sait que je ne me le pardonnerai jamais si les rôles étaient inversés. Mais ils t'aiment. Ils ne t'ont jamais oublié. Elle m'a laissé planter là, dans ce couloir. 5 ans de colère et de souffrance qui me rongeaient. Je ne suis pas retournée au gala tout de suite. Je suis restée là, à essayer de comprendre la conversation, à tenter de saisir ce que je ressentais. Finalement, Marcus m'a trouvée. Ça va, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas. Peut-être. Tu veux en parler? Plus tard. Là, j'ai un discours à prononcer et des chèques à remettre. J'ai pris son bras tendu. Allons changer la vie de ces enfants. Le discours s'est déroulé à merveille. J'ai raconté mon histoire, en résumé. Rien sur la trahison, juste sur les secondes chances et la bourse de programmation qui a changé mon destin. J'ai remis un chèque de $50 000 au programme éducatif. La salle a éclaté en applaudissements. De la scène, j'apercevais David et Victoria au fond. Victoria pleurait de nouveau, mais discrètement. David tenait Olivia dans ses bras.
Elle s'était endormie sur son épaule. Ils avaient l'air insignifiants, ordinaires, pas les méchants de mes cauchemars, juste deux personnes qui avaient fait des choix égoïstes et en subissaient les conséquences. Je ne ressentais rien, ni triomphe, ni justification, juste une douce et reconnaissante insensibilité. Après le gala, Marcus et moi étions assis dans sa voiture, sur le parking désert. « Tu vas me raconter ?» demanda-t-il. Alors, je lui ai tout raconté. Boston, la trahison, la grossesse, la manipulation de Linda, la faiblesse de mes parents, les 5 années de reconstruction. Quand j'eus fini, Marcus resta silencieux un long moment. J'essayai de le relancer, mais rien. « Ça, c'est ton passé. »« Ça, dit-il en désignant la salle, Austin, la vie que nous avions construite. »« Ça, c'est ton présent, ton avenir si tu le veux. Et si mon passé ressurgit sans cesse? Alors on s'en occupera ensemble. Mais Helena, tu ne leur dois rien. Ni pardon, ni explication, ni réponse. Ils ont renoncé à ton énergie en faisant leur propre choix. Et mes parents? Victoria a dit qu'ils avaient remboursé Linda, qu'ils essayaient de la contacter. C'est à toi de décider, mais décide pour toi, pas parce que tu penses leur devoir quoi que ce soit. J'ai posé ma tête sur son épaule. Quand es-tu devenue si sage? J'ai une associée très intelligente. Elle m'a beaucoup appris. J'ai pensé à mes parents pendant les semaines qui ont suivi. J'ai repensé aux appels que j'avais ignorés, aux lettres que j'avais brûlées sans les ouvrir. Je me suis souvenu de ma mère me tenant la main pendant ses séances de chimiothérapie, de mon père m'apprenant à faire du vélo toutes ces années avant que tout ne s'effondre. Je me suis aussi souvenu de leur silence dans ce restaurant, de leur résignation, de la façon dont ils ont choisi la sécurité financière plutôt que de défendre leur fille. Finalement, je leur ai écrit une lettre. Pas une longue, juste, je suis vivante. Je vais bien. J'ai réussi. Quand je serai prête à parler, je te contacterai. D'ici là, merci de respecter mon besoin d'espace. Je ne leur ai pas pardonné. Mais je n'ai pas non plus complètement fermé la porte. Peut-être qu'un jour je l'ouvrirai plus grand.